Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Pascal Saint-Amand, professeur de politique fiscale à HEC. On va bien sûr parler des législatives et de la campagne actuelle en France, mais avant parler de fiscalité mondiale, puisque ça a été votre truc pendant des années et des années. On voit à quel point c'est compliqué. Il y a eu l'OCDE qui, il y a 3 ans, lançait en grande pompe cette idée de mettre en place un impôt mondial sur les GAFAM. C'était le pilier 1 sur les entreprises, c'était le pilier 2. Maintenant, on est au pilier 3 avec la taxe sur les milliardaires. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous vous dites quoi ? On n'y arrivera pas ? Finalement, c'est trop compliqué. Alors, je suis plus en charge, donc j'en parle très très librement. L'impôt minimum sur les sociétés, qui est ce qu'on appelle le pilier 2, qui est un impôt minimum de 15% effectif. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises payent au moins 15% réellement sur leurs profits dans tous les pays où elles opèrent, y compris aux Bermudes ou aux îles Caïmans où il n'y a pas d'impôt. Bien, cet impôt minimum mondial, il est advenu, c'est fait. Donc c'est pas une théorie, c'est pas demain peut-être, c'est fait. Alors vous allez me dire, oui mais les États-Unis et la Chine n'appliquent pas. Alors, oui, c'est ce que je vais vous dire. Comment vous pouvez dire que c'est fait ? Mais en réalité, on l'a conçu, alors je suis un peu derrière tout ça, c'était un peu vicieux on va dire, mais on l'a conçu de telle manière que même si les États-Unis et la Chine n'appliquent pas, les boîtes américaines et les boîtes chinoises y seront soumises parce que l'Europe, le Japon, la Corée, le Royaume-Uni, le Canada et une cinquantaine d'autres pays appliquent cet impôt minimum, et si les boîtes américaines continuent à avoir des profits aux Bermudes taxés à 0%, c'est-à-dire pas taxés, eh bien ce sont les Européens qui prendront 15% sur ces profits-là. Donc ça c'est fait, ça c'est le pilier. Donc ça marche. Ça marche, c'est dès 2024, c'est fait. Et vous avez aujourd'hui plein d'anciens paradis fiscaux de pays qui avaient zéro fiscalité, qui se disent, puisque la France va le prendre ou un autre pays va le prendre, on va le prendre nous-mêmes. Donc tout le monde s'aligne sur 15% minimum. Donc c'est la fin des paradis fiscaux. Donc c'est la fin de l'utilisation de zéro fiscalité par les multinationales. Oui, et il y a à peu près 150 à 180 milliards d'euros d'impôts qui seront collectés annuellement sur ce pilier 2. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc il y a des choses qui se produisent. Le pilier 1 par contre sur les GAFA, ça c'est pas possible. Alors le pilier 1 sur les GAFA, on va peut-être expliquer parce que c'est pas une donnée immédiate de la conscience pour tout le monde. La question c'est comment est-ce qu'on taxe un Google ou un Facebook dans un pays comme la France où en réalité il y a une présence extrêmement limitée. Or, les règles internationales prévoient qu'un pays ne peut taxer une entreprise que si elle est présente physiquement et puis on la taxe sur les profits qu'elle réalise dans le pays. En fait, ces entreprises sont peu présentes ou pas présentes et les profits sont enregistrés en Irlande. Si vous faites de la publicité sur Google, le profit il est en Irlande et ensuite il est rapatrié aux Bermudes. Bon, eh bien, ces règles-là, elles devaient être changées. Ça, c'est le pilier 1. Le pilier 1, il dit, en fait, on va taxer les entreprises, même si elles ne sont pas présentes, si elles font un gros chiffre d'affaires chez vous, vous les taxez. Et vous les taxez sur quoi ? Sur un quart de leur profit. Voilà, donc il y a un quart qui va aller là où sont les consommateurs, là où on clique. Eh bien, il y a eu un accord, le 8 octobre 2021, comme pour le pilier 2, c'était un accord sur les 2 piliers. Madame Yellen, la ministre des Finances américaine, avait dit banco, on signe, sauf que, à la différence du pilier 2, qui peut être appliqué par des législations internes, chaque pays fait ce qu'il veut, le pilier 1, il faut une convention multilatérale, il faut que tout le monde soit autour de la table et signe. Et là, on le saura demain, figurez-vous, parce que l'OCDE a fait une proposition de compromis un peu de dernière minute. L'échéance, c'est le 30 juin, ça tombe bien. Et on verra demain si les États-Unis, parce que là, on ne peut pas faire sans eux. Mais on sait qu'ils ne sont pas d'accord déjà, les États-Unis. Madame Yellen, président Biden, on dit on veut du multilatéralisme, à la différence de Trump. Donc ça fait 4 ans qu'ils ont négocié pour ça. Et donc on va voir. La difficulté du pilier 1, c'est que même s'ils signent à la fin du mois de juillet, au Brésil, il y a une réunion du G20, donc il pourrait y avoir une signature. Il faudrait 67 sénateurs américains sur 100 pour ratifier. Et là, on se dit, aux États-Unis, trouver 67 sénateurs sur 100, c'est-à-dire des républicains et des démocrates qui passent leur temps à s'insulter au lieu de travailler ensemble, ça va être compliqué. Donc on est sur une dimension où l'OCDE a conçu une solution, tout le monde est plus ou moins d'accord, mais on va peut-être pas l'avoir appliquée très vite. Voilà, ça c'est le 2e pilier. Alors, et on a le 3e pilier, c'est la taxe sur les milliardaires. Là, on était ce matin avec l'un des concepteurs qui travaille avec Gabriel Zucman. Là, on est sur l'idée d'une taxe sur 3000 personnes. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Absolument. Là, c'est pareil, Janet Yellen a déjà dit, pas de ça chez nous.
Alors, ce troisième pilier, que je ne sais pas qui l'a appelé troisième pilier, mais pourquoi pas, en fait, vous avez quoi? Vous avez depuis 2012, depuis la crise financière en fait de 2008-2009, vous avez un mouvement de réforme de la fiscalité internationale. Le premier mouvement, tout le monde l'a oublié, c'était mettre fin au secret bancaire. Moi, la première chose que j'ai faite à l'OCDE, c'est blacklister la Suisse. Et ça a marché, puisqu'aujourd'hui, on a de l'échange automatique de renseignements sur tout le monde, qui est une façon de taxer les riches, puisqu'ils ne peuvent plus cacher leur argent en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, et nommer les pays qui avaient du secret bancaire, il n'y en a plus aucun, même pas le Panama. Le deuxième volet, ça a été la taxation des multinationales, en disant on va mettre on va combler les trous de la raquette, on l'a transformée en raquette de palace, une raquette bien pleine qui laisse pas d'évasion fiscale, et on fait cet impôt minimum mondial. Et aujourd'hui, il y a un débat un peu partout dans les pays, on le voit en France aussi, avec le nouveau Front populaire, on le voit aux États-Unis avec Biden, un certain nombre de pays, Lula au Brésil et Lula préside le G20, qui disent, il faudrait faire la même chose sur les milliardaires. Les milliardaires peuvent aller s'abriter. Mais j'entends que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ce que vous dites, ça ne devrait pas être le troisième pilier, c'est autre chose. Je suis pas. Moi, je pense, quand j'étais à l'OCDE, j'avais travaillé pendant 10 ans pour dire, il faut taxer différemment le capital. Aujourd'hui, si vous regardez sur 30 ans, la taxation du capital, les revenus du capital, la détention du capital, elle a baissé. Et il a fallu compenser en augmentant la taxation du travail, ce qui n'est pas très bon pour l'emploi, ce qui n'est pas très juste. Et donc, il faut faire quelque chose sur ce volet-là. Il faut lutter contre la compétition, la concurrence fiscale dommageable sur les personnes physiques. Il y a des pays qui attirent des personnes physiques étrangères en leur faisant des exonérations, mais ils taxent leurs riches. Ça, c'est pas normal. Les Suisses avec le forfait, les Anglais avaient un régime qu'on appelait les non-domiciles. Donc, vous avez plein de régimes un peu toxiques comme ça dans le monde. Il faudrait commencer par s'attaquer à eux. Puis après, vous avez une vraie question. Est-ce qu'il faut une imposition minimum pour les plus riches? Là, ces 3000 personnes sont 3000 milliardaires dont on estime aujourd'hui que sur leur revenu, ils payent en réalité très peu. C'est ce que dit Warren Buffett. Il dit, moi, je paye moins que ma secrétaire. Donc, il y a un problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il faut y travailler. Mais on n'a pas la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé par l'OCDE, on n'a pas la méthode. L'OCDE ne propose rien là-dessus. C'est pas leur sujet. C'est le Brésil, président du G20, avec un Lula très actif dans la lutte contre les inégalités. Qui mandate Gabriel Zucman, un économiste. C'est pas l'OCDE. J'entends bien ce que vous dites. Faites-moi une proposition. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une négociation multilatérale des États. Peu importe, soit l'OCDE, l'ONU ou un autre. Là, vous avez un économiste très brillant qui arrive et qui dit il faudrait faire un impôt de 2% de la fortune des plus riches. Donc, ils vont payer l'impôt sur le revenu, et si l'impôt sur le revenu est en dessous de 2% de leur patrimoine, on prendra un plancher de 2%. Mais pour le faire, comment on fait dans le détail? J'ai pas encore vu le détail, mais ça sera discuté sans doute au Brésil lors de la réunion des ministres des Finances du G20. Quentin Parinello, qui était notre invité à 7h20, qui travaille avec Gabriel Zucman, a tenté de nous expliquer. Je vous invite à aller le réécouter en replay et en podcast. Ces discussions en France sur les questions fiscales, elles deviennent majeures. Le nouveau Front populaire parle de revoir complètement l'impôt sur le revenu avec 14 tranches différentes. Est-ce que pour vous c'est une bonne méthode de s'attaquer à nouveau aux revenus des actifs, ou là où à nouveau on se trompe de cible? Alors, déjà, élaborer des programmes en une semaine parce qu'il y a une blitzkrieg présidentielle pour faire des élections immédiates, c'est pas, je pense, évident pour aucun des trois blocs de faire des programmes. Ce que l'on voit plutôt sur la gauche, plutôt très fortement sur la gauche, c'est augmenter très fortement la fiscalité des plus fortunés, 14 tranches, 90% ou pas, je crois que le barème n'est pas encore sorti, mais on aurait des taux marginaux extrêmement élevés, plus une taxation sur la fortune. Je pense que fondamentalement, si on prend un peu de recul par rapport au programme qui n'engage que ceux qui les regardent, je crois. C'est-à-dire nous, en fait. C'est-à-dire nous deux ce matin. Voilà. Si on prend un peu de recul, mieux taxer le capital, c'est un mouvement à peu près global qu'on trouve partout. Donc, est-ce que c'est totalement délirant? Non. C'est un mouvement qu'on retrouve à peu près partout parce qu'il y a eu la fin du secret bancaire, parce qu'on peut mieux taxer le capital, qu'il y a moins de concurrence. Donc voilà, c'est possible. Après 14 tranches, il faudra regarder les taux marginaux, il faut regarder que dans une économie ouverte, on ne peut pas massacrer parce que là, c'est pas le capital, il y a aussi les revenus du travail. J'imagine qu'il y a des revenus du travail, sauf que quand vous regardez dans le détail, mais il faudra avoir un vrai débat d'économistes et pas une semaine d'une élection qui a été appelée un peu à la dernière minute. Mais quand on regarde les données économiques, on voit que ce sont les propriétaires de capital qui ont les revenus les plus importants. En tout cas, sur les revenus les plus importants, c'est le capital qui génère le plus de revenus. Du côté du Rassemblement national,
nationale, on réfléchit à faire des variations d'impôts en fonction de votre âge. Par exemple, si vous avez moins de 30 ans, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Est-ce que vous, dans l'esprit, il y a quelque chose qui est cassé là, d'égalité face à l'impôt? Moins de 30 ans, moi je suis choqué, hein, j'ai plus de 30 ans, ça ne le paraît pas. Mais donc oui, c'est choquant, clairement. Puis deuxièmement, je crois que l'essentiel du programme du Rassemblement national, ce sont des baisses de TVA. Baisses de TVA sur à peu près impôt payé par tout le monde. Sur le carburant, sur l'électricité. Les produits de nécessité. Et là, il faut dire, je suis peut-être un économiste borné et un peu buté, mais les baisses de TVA, en fait, elles ne profitent qu'à ceux qui vendent, pas à ceux qui achètent. Parce que si je baisse sa TVA, elle n'est pas forcément répercutée par on l'a déjà vu dans la restauration. Par les distributeurs de pétrole, par exemple. Donc ça, c'est des mesures qui coûtent une blinde, qui sont extrêmement coûteuses et qui en réalité ne profitent pas aux gens. Et je crois qu'on est sur des montants de 20-30 milliards. Enfin, une fois de plus, les chiffres, il faut être très, très précautionneux, mais on est sur des montants massifs. Il y a un effet de cliquet avec la TVA. Si vous l'augmentez, ça c'est répercuté, mais si vous la baissez, en fait, on l'avait vu avec les restaurateurs. Hein, on n'a pas vu nos notes dans les restaurants baisser. Merci beaucoup, Pascal Saint-Amand, d'être venu nous voir ce matin.